Merci de nous rejoindre une fois encore sur votre émission Free Speech. Depuis quelques moments, l'équipe nationale de football du Bénin ne fait plus autant la fierté des Béninois. La prestation des écureuils ne fait donc l'unanimité au sein des férus du Cuiron. Une situation qui préoccupe depuis peu des observateurs. Des raisons d'une telle performance, des responsabilités à situer, l'équipe nationale va-t-elle retrouver ses beaux jours? Moult questions qui trouveront sans doute de réponses à travers mes deux invités du jour, deux sachants du domaine sportif béninois qui ne sont plus à présenter. Epifane Assel Bouyanho, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à Ado FM et Oui. Ado TV, c'est bien ça. Beaucoup. À votre côté, Théophile Hazard de Radio Tokpa, bonjour également. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les y partager. Je reste avec vous, je l'ai annoncé dans mon introduction, vous êtes témoin ces derniers moments de la mauvaise performance des écureuils. En tant que journaliste sportif, comment sentez-vous par rapport à cette différente prestation des écureuils ces derniers temps? Je vais déjà dire que, en tant que Béninois, d'abord, je vais exprimer mes sentiments en tant que Béninois. Tout à fait. Déçu parce que la prestation n'est pas bonne. Ça, il faut le dire pour tout Béninois lambda qui est préoccupé par les résultats de son équipe nationale. Forcément, les sentiments ne sont pas du tout bons. Maintenant, en tant que reporter sportif, je peux trouver quelques approches de solutions ou quelques résolutions, pas résolutions, quelques causes de cette... Oui, tout à fait, on va arriver. Mais de façon générale, vous êtes dessus depuis quelques moments sur cette prestation des écureuils du Bénin. Monsieur Assel Bouyanho, vous, en tant que sportif également, vous avez été témoin de la belle époque, si on peut dire, l'année 2019 par exemple, où les écureuils ont fait une prestation hors du commun à la CAN en Égypte. Aujourd'hui, des mauvaises prestations répétées. Que pensez-vous de ces prestations que vous êtes en train de constater ces derniers temps? Non, je pense que tous les Béninois voient et on voit tous que ça ne va pas. Malheureusement, dans le foot, il faut aussi des cycles et ça permet aussi de prendre conscience de la matière dont on dispose. Est-ce une excuse? Non, ce n'est pas une excuse, mais c'est la preuve qu'il y a du boulot, qu'on a du travail et que évidemment il y a des choses à améliorer parce que quand vous avez du succès tout le temps, ce n'est pas non plus un gage d'un avenir radieux. L'échec n'est pas mauvais non plus. Donc, comme j'ai mal le dit, l'échec n'est pas mauvais. Et donc, moi, je pense que ça permet de tirer beaucoup d'enseignements, de repartir sur de bonnes bases et de parvenir à réussir peut-être les exploits qu'on avait eus par le passé. Je sais que ce n'est pas évident parce que là... Ça serait un travail très difficile. Oui, ce n'est pas évident. L'équipe actuelle, la sélection actuelle, il y a quelques vieilles têtes. Ça fait partie des causes que nous allons énumérer tout à l'heure. Je commence même déjà avec vous, puisque c'est là même la question, la préoccupation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe nationale n'arrive plus à donner de sourire aux Béninois? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Si on devrait situer les responsabilités de part et d'autre, on devrait commencer par quoi réellement? Non, je pense que il y a eu quelques mauvais choix, à mon avis. Moi, je ne suis pas décideur. À quel niveau? Au niveau des joueurs? Non, pas forcément au niveau des joueurs dans un premier temps. Mais je pense que quand on finit avec Michel Dussuyer, qui au-delà de tout a réussi de très bons résultats avec le Bénin, je crois que c'est... Il y a certains qui ne partagent pas les mêmes avis. Oui, mais avec Michel Dussuyer, vous avez eu les meilleurs résultats. Pour la première fois avec Michel Dussuyer, après 40 ans, le Bénin a battu l'Algérie. Ce n'était jamais arrivé. Le Bénin a battu le Ghana pour la première fois, avec Michel Dussuyer le même. Et donc le Bénin a réussi des choses incroyables. En Coupe d'Afrique des Nations, on a été en quart de finale, une première, même si on n'a gagné aucun match. Mais avec lui, on a réussi des choses que personne n'avait jamais réussi. Et donc évidemment, il rentre dans l'histoire. Et ça reste avant que quelqu'un d'autre ne vienne amener l'équipe en quart de finale. Est-ce que son départ serait la principale cause de ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui? Oui, moi j'ai eu l'impression qu'après son départ, sa succession n'a pas été bien préparée. Parce que la philosophie a changé de façon radicale et ce n'est pas évident. Michel Dussuyer, c'est un entraîneur, c'est un sélectionneur pragmatique.
et avec qui, quand vous discutez un peu de ses choix, il vous dit, mais vous savez, je n'ai pas les éléments nécessaires pour jouer comme le Barça. J'ai envie de jouer comme le Barça, mais je n'ai pas des joueurs qui peuvent me permettre de le faire. Donc, je voudrais être rassuré en ayant une bonne base défensive, donc en faisant un bloc équipe, et donc en ayant une équipe qui défend très bien, et qui parvient à marquer une fois, deux fois, ou bien un, deux buts, et puis après défend très bien. Et donc si j'ai cette certitude-là, que je peux bien défendre, c'est que j'ai la possibilité de gagner des matchs, et il parvient à gagner les matchs contre les équipes inférieures au Bénin, par exemple. Et donc quand vous changez la donne de façon radicale, et vous n'entrez pas dans cette dynamique, c'est compliqué pour les joueurs. La philosophie était connue. On défend très bien et on marque si on peut. Si on a des occasions, on parvient à marquer. Et donc, la philosophie a changé de façon radicale et les joueurs étaient un peu perdus. C'est le sentiment que j'ai. Les joueurs étaient totalement perdus dans le système qui leur a été proposé. Ils n'ont pas les moyens de jouer offensif. C'est comme si le système a changé radicalement et les joueurs ne se sont pas retrouvés dans ce nouveau système. Tel est le cas. Oui, c'est l'impression que j'ai. Parce que l'animation offensive n'a pas été bonne du tout. Et donc, ils ont eu du mal. Ils ont défendu très mal. Ça a défendu très mal. Et pour la première fois, tout le monde a vu qu'en réalité, mais Michel Dussuyer faisait des miracles. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire, mais ça, que le monsieur, il faisait quand même des miracles, on n'a pas reconnu. Je vais vous dire une confidence. Quand Michel Dussuyer partait, je l'ai croisé, puis on se connaît très bien. Je l'ai croisé, il m'a dit, mais Axel, j'espère que quand je ne serai plus au Bénin, les gens vont me regretter. J'ai l'impression qu'on est dans le regret déjà. Pas dans le regret parce qu'il n'a pas continué, mais on se dit, mais il faisait quand même au-delà de tout. Parce qu'avec lui, on a été en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Avec lui, on a joué pour la première fois un match décisif pour entrer directement dans les barrages d'une Coupe du Monde de football. Ça n'était jamais arrivé. On était à 2 doigts de se qualifier contre la République démocratique du Congo. Malheureusement, ça n'a pas été bien géré. Et donc, il y a eu des choses qui ont été bien faites. Il fallait bien gérer la succession, trouver un sélectionneur qui rentre un peu dans cette philosophie, dans cette logique, amener l'équipe à Théophile Hazard, vous reconnaissez cette cause, ce facteur que Assel Boyako vient de déterminer, un facteur très déterminant, c'est-à-dire la succession de Michel Dussuyer qui n'a pas été du tout préparée. Je partage entièrement ce facteur-là de Assel. Vous savez, est-ce que c'était opportun de changer radicalement le sélectionneur la tête des écuries? Ce n'était pas opportun. C'était suite à une mauvaise performance, une succession de mauvaises performances. Il était dire qu'un contrat est signé avec ce dernier. Il avait un cahier de charges. Maintenant, est-ce qu'à la fin de son contrat, les clauses ont été respectées? Gros point d'interrogation. Je n'en sais rien puisque je ne connais pas les clauses du contrat. Mais techniquement, sur le terrain, on voit ce qui s'est passé. Ne demandez pas au monsieur de faire du miracle. Ça, il faut le dire. J'ai discuté aussi, ou même pas de façon aussi confidentielle comme l'a fait Assel, mais j'ai discuté avec Michel Dussuyer. Et on est là, on voit les différents choix qu'il opère. On sait ce que ça donne. Nous connaissons, enfin pour les avertis du football béninois, nous connaissons la qualité des joueurs que nous avons. Leurs limites, on connaît. D'où est-ce qu'ils sont partis? Là où ils sont avec Michel Dussuyer, là où ils étaient avec Michel Dussuyer, et ce qu'ils peuvent. C'est de ça il est question. Je ne vais pas m'ériger tout de suite là dans un, c'est pas celui qui a regretté le départ, non. Mais reconnaissez que, la chute a été brutale, on a coupé radicalement, ce qui était fait, le processus qui était en cours. Moi, j'aurais souhaité que Michel Dussuyer cadre le cap, maintient le cap et progressivement, on installe une philosophie de jeu avec le directeur technique, la direction technique qui sera installée. Et qu'on trouve des solutions à ces compartiments-là dans lesquels on n'arrive véritablement pas à exploser. Je pense que ça devrait être ça. Bon, on pense qu'en coupant le pont avec celui-ci, Michel Dussuyer a une philosophie. Et c'est ça, c'est de ça qu'il a parlé, Arsène, tout à l'heure. Il n'a que des joueurs qui évoluent presque en seconde zone. Dans la division inférieure. S'il vous plaît,
et qui n'ont pas ce qu'il faut pour jouer comme joueur, enfin, pour jouer une compétition de haut niveau. Et le public béninois, le peuple sportif béninois... Qui est un peu exigeant. Pas un peu, s'il vous plaît. Très exigeant, parce que lorsque vous allez au stade et que vous jouez avec une mauvaise passe, ce qui arrive forcément dans un match de football, parce que tout ne peut pas être parfait, les joueurs ne peuvent pas évoluer dans le même registre ou ne peuvent pas avoir les mêmes constances de jeu. Écoutez, le public se met à crier, le public se met à le remplacement, etc. Commencez pas à crier le nom du sélectionneur. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Je crois que ça a été très mal fait et je pense, c'est mon avis, cela n'engage que moi, eh bien, le départ de Michel Dussuyer n'était pas opportun. Et ça, on n'avait pas préparé ça et ça nous a surpris. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts, je reste avec vous. Vous avez parlé des joueurs. On ne peut que faire avec les joueurs avec lesquels on travaille, avec lesquels on a au Bénin. Cela voudra dire qu'on peut excuser également Moussa Latoundi par rapport à sa prestation. Est-ce que Moussa Latoundi aujourd'hui, on peut dire c'est parce qu'il a des joueurs qui ne sont pas forcément à la hauteur ou sa philosophie aussi a gâché un peu les choses? Mais je dis, quand j'entends certaines personnes dire des choses du genre, parce que votre question est la bienvenue. Ouais. Je vous dis merci pour la question, mais j'ai entendu d'autres personnes dire ça. Moussa Latoundi est resté aux côtés de Michel Dussuyer. Il fut son adjoint. Il aurait peut-être, eh bien, je ne sais pas, compris ce que ce dernier faisait, apprendre de lui et rester peut-être dans cette philosophie du jeu. Lui qui pense que le peuple, sinon le peuple béninois a besoin d'avoir autre chose. Parce qu'on accusait Michel Dussuyer de son système de jeu il garde 2 bus carrément pour le système défensif qu'il installe. Il garde 2 bus qu'on en a plus, on en a assez, on ne veut plus voir. Mais est-ce que Moussa Latoundi était vraiment, contraint de changer le système de jeu? Il pouvait garder le même système. Il pouvait garder le même système. Peut-être que c'est le peuple béninois qui est peut-être exigeant, mais ça fait partie des facteurs. C'est là où peut-être je peux avoir des griefs comme ce dernier. En tant que technicien, il devrait prendre de la hauteur et dire non. Est-ce que mon titulaire, qu'est-ce qui l'a mené à jouer, à adopter ce système de jeu? Si telles sont les raisons qui l'ont contraint ou qui l'ont amené à adopter ce système de jeu, attention, je pouvais évoluer dans ce système de jeu. Il n'a pas été malin. Je pouvais évoluer dans ce système de jeu et progressivement, l'équipe va se métamorphoser dans mes mains ou entre mes mains et puis je pourrai avoir ce que je veux. Et on peut me plébisciter un jour comme sélectionneur principal. Donc, il devrait faire ce diagnostic pour dire les joueurs que nous avons n'ont pas cette capacité à pouvoir adopter tout de suite un autre schéma de jeu. Système. Contraire à ce qu'ils avaient l'habitude de jouer. Voyez-vous, on a vu tout ce que le Bénin a joué en Égypte en 2019 face au Maroc. On a vu le registre dans lequel ils ont évolué. Un but qu'ils ont marqué, qu'ils ont défendu tout le temps, et puis ils ont un bon système défensif. Mais Moussa Latoundi n'est pas excusable, je suis désolé. Moussa Latoundi n'est pas excusable. Assel Boyanho, est-ce que Moussa Latoundi aujourd'hui, peut-on dire qu'il est tombé dans le piège de l'exigence des Béninois à vouloir voir les écureuils jouer offensivement et autres? Non, moi je ne parlerai même pas d'exigence. Il s'est trompé, il s'est planté. Il y a eu un peu d'euphorie, on le reconnaît. Les Béninois sont euphoriques, naturellement. Il y a eu un peu d'euphorie après le tournoi d'Antalya et ça a tourné les têtes. On a pensé qu'on a une équipe qui est joueuse, une équipe qui peut s'en passer d'un système défensif et aller de l'avant. Ça peut dérouler. Et après, j'ai vu un peu comment les réactions se sont enchaînées sur les réseaux sociaux. Et avant le match contre le Sénégal, j'ai été surpris d'entendre que on peut tenir tête au Sénégal, on peut ouvrir le jeu. Moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé. C'est qu'on n'a pas conscience de notre matière, on n'a pas conscience des moyens dont on dispose. Quand vous allez dans un duel, il faut évaluer ses rapports de force. Si je dois aller en duel avec vous, et je me dis, est-ce que j'ai la puissance physique pour vous donner... Pour rivaliser. Pour rivaliser. J'analyse tout ça. Il faut voir les rapports de force. Et donc, on ne voit pas les rapports de force. Et comme on est euphorique, par exemple, face au Sénégal, on a dit, face au Sénégal, en réalité, on peut ouvrir le jeu.
On peut ouvrir le jeu, jouer contre le Sénégal. Mais en réalité, si vous jouez contre une nation comme le Sénégal, non, qui est champion d'Afrique en titre. Oui, c'est évident que vous prenez minimum 3. Minimum 3. Et dans ce match contre le Sénégal, si les Sénégalais n'avaient pas manqué plusieurs occasions, on aurait pu encaisser 6. Ça serait le déluge. Oui, ben, on aurait pu encaisser 6. Personne ne dirait, il y a eu... Non, on pourrait prendre 6. Donc en réalité, on n'est pas conscient de nos forces. On ne se dit pas qu'on n'a pas les moyens d'y aller, mais on y va, on est euphorique et on veut faire ce que la rue dit. Je pense que, et Moussa Latoundji l'a appris à ses dépens, ce n'est pas la rue qui vous dirige, comme vous êtes sélectionneur. La rue ne vous dit pas la solution que vous devez avoir. Vous devez pouvoir avoir à faire à votre niveau des analyses en tenant compte des éléments dont vous disposez et en tenant compte de l'équipe que vous affrontez. Et quand vous voyez l'équipe du Bénin face à Madagascar et face à la Mauritanie, vous avez vraiment du mal. Vous sentez qu'il y a un souci. D'abord un souci au niveau tactique, où ça ne va pas du tout. Donc c'est le néant. Et puis le souci, vous sentez que le groupe ne vit plus. Et que le groupe... Il y a plus d'harmonie en quelque sorte. Oui, mais parce qu'il y a des joueurs qui foutent le bordel. Ça, c'est la réalité. Il y a des joueurs qui n'ont aucun respect pour Moussa Latoundji. Aucun respect pour lui. Qui le prennent pour leurs copains. C'est la réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des joueurs qui ne sont pas du tout sérieux, qui le prennent pour leurs copains, donc qui s'en foutent pas mal, et donc qui font ce qu'ils veulent. Donc il n'y a pas, en quelque sorte, une discipline également au sein du groupe. Oui, voilà, c'est la réalité. Et vous vous souvenez d'un post de Fabien Farnol qui a évoqué ces cas d'indiscipline en sélection nationale de football. Qu'on n'a pas pris en compte, en quelque sorte. Oui, et il a ciblé un joueur pour évoquer les cas d'indiscipline en sélection nationale de football. Pas fini, qu'est-ce qu'on a fait de Fabien Farnol, qui était un accompagnateur dans le groupe? On l'a écarté parce qu'il a dit la vérité. Voilà un peu comment on gère les choses. On l'a écarté de ce regroupement-là. Il aurait pu être là pour accompagner en tant qu'ancien. Il y était la dernière fois. Mais on l'a écarté. C'est la réponse qu'on donne à quelqu'un qui a le courage de dire la vérité, de dire mais ça ne va pas. On avait un groupe uni. Et dans la discipline, on avait été en quart de finale. Il faut qu'on change les choses. Et quand il dit ça, on l'écarte. Vous imaginez que Fabien Farnol vit au Maroc? On ne lui a pas envoyé une invitation sur le dernier regroupement. Il vit au Maroc. Donc voilà un peu le comportement qu'on a face à l'indiscipline de certains joueurs qui se la jouent, qui se prennent pour des joueurs qui évoluent au Real Madrid, à Liverpool, à Manchester United, à Chelsea et autres. Et donc, dans le groupe, qui foutent le bordel. Alors qu'on connaît tous leur niveau. Et Moussa Latoundji devrait avoir le courage de dire à ces joueurs d'arrêter. Mais malheureusement... Le courage n'existe pas. Bon, ça n'a pas été le cas. Peut-être que lui-même, il se dit, j'ai des joueurs qui sont proches des dirigeants, je ne suis pas totalement légitimé, donc je suis frileux. Donc c'est ça aussi la situation. Mais je pense que quand lui-même fait une analyse de la situation, surtout sur le terrain, il devrait prendre en considération le travail qui a été fait durant ces années-là. Parce que ce n'est pas évident de passer de A à B, surtout quand il y a une philosophie qui s'est installée dans le temps. Ce n'est pas évident. Le cas d'indiscipline dont vous évoquez, tous les Béninois pratiquement sont au courant. Entre-temps, nous avons eu des informations, ça a fuité, où des joueurs qui n'arrivent pas à respecter même certaines décisions. Aujourd'hui, qui encourage ces cas d'indiscipline-là en réalité dans l'équipe nationale? Peut-on parler des dirigeants, la fédération béninoise de football, ou c'est parce que Moussa Latoundji n'a pas le courage de sonner la fin de la récréation? Écoutez, je ne sais pas pourquoi, bon, peut-être Yassel dira que, bon, voilà, il n'a pas les mots pour. Mais vous voyez que vous ne voyez pas, regardez la situation de loin. Mais cette situation dépasse Moussa Latoundji. Moussa Latoundji n'a pas les coups de franche pour diriger ce vestiaire. Impossible. Stéphane était convoqué avant, je crois, le match contre le Mozambique ici, qu'on a perdu à domicile, 1-0. Il était aux côtés des joueurs. Il a vu ce qui s'est passé. Farnol, vous avez évoqué le cas de Farnol tout à l'heure. Farnol est resté au sein de l'effectif. Il sait ce qui s'est passé. Farnol parlait en parabole. Le problème dépasse tout le monde. Ça, je vous le dis, ça vient d'un niveau supérieur. Mais il faut quand même une voix d'autorité pour sonner la fin de la récréation. Écoutez,
Qui est-ce qui est à mesure, qui est-ce qui a la possibilité de dire, eh bien, de sonner La Fédération béninoise de football est là, Mathurin oui, Deschapus. Mathurin Deschapus, par rapport à la Fédération béninoise de football, la Fédération béninoise de football, eh bien, a joué sa partition. Je ne suis pas là pour défendre la Fédération béninoise de football. Mais on a vu dans des cas d'indiscipline dont vous avez parlé tout à l'heure, la sanction a été prise, l'entraîneur a entériné, la fédération a validé, les autorités, mais on ne sait pas véritablement comment est-ce que cette sanction-là a été levée. C'est comme s'il y a une main invisible. C'est de ça que je parle. Voyez-vous, donc c'est un problème que tout le monde n'arrive pas à cerner. Ou s'il faut vraiment désigner X ou Y qui soit responsable de cette situation, on ne saurait le dire. Enfin, je le dis comme ça, hein. Mais je dis aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, j'ai le sentiment que, eh bien, le vestiaire des écureuils est pourri. Ça, il faut le dire. Moussa Toundi ne peut pas instaurer l'atmosphère de discipline dans ce vestiaire-là pour que nous puissions retrouver notre équipe de naguère. Moi, je dis, il y a une chose, hein. Lorsque vous parlez des joueurs, lorsque les joueurs se prennent pour des stars alors qu'ils ne le sont pas encore, on connaît leur niveau, et forcément, il y a la responsabilité de l'entraîneur qui est engagé. Je n'ai rien contre Moussa Toundi, mais lorsqu'on lui a confié l'équipe nationale, il y a cette euphorie-là qui a gagné Moussa Toundi. Est-ce que Moussa Toundi, eh bien, je lui ai posé la question lors d'une conférence de presse, de savoir est-ce que véritablement il a cette rigueur-là à pouvoir répondre aux joueurs, à pouvoir mettre les joueurs à leur place. Mais il déclare que tout le monde le connaît pour sa rigueur, tout le monde le connaît pour son franc-parler. Mais aujourd'hui... Mais c'est le contraire qu'on est en train de constater. C'est pour vous dire que même si ce dernier dispose véritablement de cette rigueur-là pour diriger le vestiaire, aujourd'hui, on a vu, tout le monde a vu. Tout le monde a vu que ce vestiaire est un peu... Conclusion, les entraîneurs locaux, sinon les sélectionneurs locaux, auront toujours du mal à évoluer véritablement. Il nous faut toujours... la situation explique, hein, en tout cas, ça s'explique, que nous respectons plus les sélectionneurs expatriés que les sélectionneurs locaux. Voyez-vous, on a vu Moussa comment il s'appelle, Omar Chomogo, qui est resté à la tête donc, de cette équipe nationale, qui a fait des résultats, s'il vous plaît. Pas ce que nous voyons aujourd'hui, 4 matchs, 4 défaites. Et pas quel score en plus. Bref, c'est pour dire que ça, Chomogo a su le faire. Je ne sais comment lui, il a dirigé sa troupe. Peut-être parce qu'en son temps, il était un leader incontesté. Bon. Et qu'il a profité peut-être de cette image, du statut de leader pour pouvoir gérer cette situation. Exactement. Voyez-vous, je pense que ça serait quelque chose du genre. Sinon, aujourd'hui, franchement, notre équipe nationale ne nous ressemble pas. Ne nous ressemble plus. Et ça, la première personne que nous voyons, évidemment. Théophile Hazard, je reste avec vous. C'est vrai que ce vestiaire dont vous décrivez tant, il y a un leader qui vient de s'ajouter, Stéphane Sessegnon, qu'on a rappelé dans la troupe. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Stéphane Sessegnon peut régler un peu les choses, surtout dans ce vestiaire? Oui, écoutez, peut-être plus ou moins sur le terrain, techniquement. Mais dans le vestiaire, par rapport au cas d'indiscipline, je ne crois pas. C'est quand même un vétéran, c'est quand même quelqu'un. C'est un, comme on le dit, c'est le plus âgé, je crois, l'un des plus âgés du groupe. Mais ce problème dépasse Moussa Toundi. Je sais de quoi je parle. Je vous assure, il ne peut pas régler comme ça, enfin, venir imposer la rigueur. Il va le dire, mais cela aura des limites. Des limites. Oui, parce qu'il y a certains joueurs qui sont là, et qui sont peut-être, je ne sais pas, qui instaurent leurs lois et qui sont intouchables, protégés, etc. Ça leur galvanise le moral, ça leur permet, ça leur donne les coups de franche de faire ce qu'ils veulent. Et bon, malheureusement, les résultats, en pâtissent. C'est dommage, c'est dommage. Assel Boyanho, l'arrivée de Stéphane Sessegnon, ça va jouer quel rôle concrètement pour qu'on puisse retrouver peut-être l'équipe nationale d'antan? Non, déjà, moi, ma position a été claire par rapport à Stéphane Sessegnon. Quelle est cette position avant qu'il n'arrive, moi, je n'étais pas partant. J'ai toujours estimé avant qu'il n'arrive que quand vous avez 38 ans et que vous avez joué 40 minutes en plus de 2 ans, c'est que vous manquez de rythme.
et que ce n'est pas évident que vous teniez dans un match de haut niveau. Mais j'ai été agréablement surpris par son match. Donc, je parle du terrain d'abord. Du terrain, la J'ai été prestation. surpris, vraiment surpris par son match face à la Mauritanie. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs face à la Mauritanie. Et voir un joueur de 38 ans qui en avait envie, il donnait de l'envie. Alors qu'il y a des joueurs plus jeunes que lui et qui traînaient sur la pelouse. Alors que lui, il avait de l'envie. Et techniquement, on sent qu'il a un niveau au-dessus de la moyenne, évidemment. On sait que sur le plan physique, ce n'est pas évident. Il n'a plus ses jambes de 20 ans. Oui, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Et je l'ai vu dans ce match face à la Mauritanie où le Bénin a perdu 1-0, mais il a été bon dans ce match. J'ai apprécié. Après, j'ai trouvé que le sélectionneur Moussa Latoundji ne l'a pas bien géré. Parce qu'un joueur de 38 ans, à cet âge... Il fallait lui accorder un temps donné. Oui, en plus, il n'a pas beaucoup joué en plus de 2 ans. 40 minutes, c'est rien du tout dans le foot. Et donc, il doit manquer de rythme. Il n'a pas bien géré. Donc, il a fait 90 minutes contre la Mauritanie. Et vous, si vous suivez le match, vous avez suivi le match contre Madagascar, il était totalement fatigué. Après la première période, il était totalement fatigué. Et donc, il est sorti après. Donc, je pense que techniquement, Stéphane Sessegnon peut apporter, peut beaucoup apporter. Un de plus. Mais dans un match de haut niveau, où il faut avoir du rythme, ça ne sera pas évident. Mais sur ces passes-là, les passes qui peuvent déclencher les actions offensives, c'est intéressant. Parce que lui, il a une très bonne vision de jeu. Et d'ailleurs, contre la Mauritanie, il a joué très bas. Et il a une très bonne vision de jeu pour écarter le jeu, pour faire les passes vers l'avant. Et ça, il est fort là-dedans. Donc, s'il peut apporter cette intelligence sur la pelouse, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. En plus, avec son expérience, normalement dans le vestiaire, il doit être respecté. C'est le joueur qui a eu le parcours le plus élogieux dans le groupe. C'est un joueur qui a joué au Paris Saint-Germain, qui a joué en Angleterre. Donc, il doit quand même être respecté. Et c'est à lui d'aider le sélectionneur. Je ne sais pas si... Bon, je ne pense pas que Moussa va rester en place. Mais c'est à lui d'aider le sélectionneur à accomplir cette tâche-là. Peut-être le nouveau sélectionneur a accompli cette tâche-là. Et je pense qu'il est l'un des rares à pouvoir porter la voix, à pouvoir dire des choses, à pouvoir mettre certains à leur place. Et il pourrait bien être utile. Il pourrait bien être utile, notamment également dans le vestiaire, que sur le terrain également. Sûr, alors, je reste avec vous parce que vous étiez l'un des premiers à annoncer l'arrivée d'un nouvel entraîneur. On parle des rumeurs circulent, hein. Vous avez confirmé entre-temps. On parle de Troussier. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nouvel entraîneur pour pouvoir faire décoller l'équipe nationale? Si oui, comment s'y prendre? Non, moi je pense qu'on aurait même dû avoir un sélectionneur depuis que Michel Dussuyer est parti. On devrait avoir un expatrié pour le remplacer automatiquement. Ouais, la procédure a été enclenchée. Cela aurait pu être fait depuis, je pense. Je pense que le Bénin, on a traîné un tout petit peu là-dessus et ce n'est pas bien. Je continue de penser qu'aucun entraîneur béninois n'a pour le moment les compétences pour diriger la sélection nationale du Bénin. Je le pense. Et j'ai écouté des entraîneurs qui ont été honnêtes avec moi pour me dire qu'aucun d'entre eux n'a pour le moment les compétences, ni le cran pour gérer la sélection nationale du Bénin. Donc il va falloir trouver un expatrié, un nouvel entraîneur. Pour s'entendre là-dessus. Et donc, il va falloir trouver un entraîneur étranger d'un bon niveau. Et je crois que j'ai écouté le porte-parole du gouvernement dans le temps qui a parlé d'un entraîneur, qui a dit que le Bénin cherchait un entraîneur d'un très bon niveau, d'un certain standing. Et c'est vrai que c'est très important quand vous avez un projet de repartir très vite. Et là, le Bénin a déjà joué 2 matchs. Dans ces éliminatoires, il reste 4 matchs, dont une double confrontation décisive contre le Rwanda en mars prochain. C'est un tournant très important. On a déjà grillé 2 jokers avec Moussa Latoundji. Et Moussa Latoundji, je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Malheureusement, il est sur une série de 6 matchs sans victoire. 6 matchs, 6 défaites.
je compte les locaux, les matchs au niveau des locaux aussi. La double confrontation contre le Ghana, où on a perdu à Cape Coast, on a perdu à Cotonou. Donc quand on enchaîne avec, il enchaîne avec les A, il a fait les A' et les A, ça fait 6 matchs sans défaite. Et je sais qu'il est gêné d'être critiqué, mais vous ne pouvez qu'accepter ça. Quand vous êtes sélectionneur, sans victoire. Excusez-moi, sans victoire. Donc 6 matchs, 6 défaites. Ouais. Et donc quand vous êtes sélectionneur, à ce niveau, vous perdez autant, vous êtes critiquable. Et en plus, quand vous gérez la chose publique, vous êtes encore très critiqué. Parce que l'équipe nationale du Bénin appartient aux Béninois. Tout à fait. Même le plus petit Béninois va vous critiquer. Il s'en fout, il vous critique. C'est vous qui gérez. Donc c'est vous qui devez lui donner des résultats. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où je crois que c'est même une situation d'urgence pour le Bénin. Qu'il faut nécessairement trouver un sélectionneur. Théophile Hazard, vous partagez les mêmes avis. Nouvel entraîneur, d'accord. Il viendra jouer quel rôle et quels seraient peut-être ses premiers défis? Écoutez, il a dit, nous sommes dans un tournant très décisif. Il y a une urgence en quelque sorte. Très urgence. Il y a une urgence, comme vous le dites. Mais je pense que ce nouvel entraîneur ou ce nouveau sélectionneur qui vient, on ne va pas tout de suite lui demander de nous qualifier pour la prochaine. Mais vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, les Béninois sont très exigeants. Les Béninois sont très exigeants. Mais on va lui demander en quelque sorte un miracle. Exactement. Soyons réalistes. Nous avons déjà engrangé 2 défaites, en tout cas. Nous avons grillé 6 points déjà. 6 points. Et il va venir pour une double confrontation entre le Bénin et entre le Bénin et le Rwanda et le Bénin, forcément. Vous pensez que celui-là qui n'a peut-être pas, une expérience de l'atmosphère béninoise, des joueurs béninois, peut-être, j'aurais appris qu'il est allé sur les matchs de la journée FIFA et tout. Il a peut-être une aperçu de l'équipe béninoise. De la prestation, de l'ambiance aussi peut-être. Exactement, du jeu béninois. Mais lui demander tout de suite de nous qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est trop lui demander. Ça, il faut le dire. Moi, il sera excusable, en tout cas de mon point de vue, s'il n'arrivait pas à nous qualifier pour une Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bien qu'il ait, quelques expériences sur le plan continental. Avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas aussi, je ne sais pas, il a aussi tenu des clubs en Europe, en Afrique, oui, le fils de Rabat, je crois bien au Maroc, tout ça, ça pourra lui permettre de tenir après les éliminatoires, d'asseoir, n'est-ce pas, sa philosophie de jeu, ce qui correspond au type de joueur qu'il a à disposition pour que nous puissions, n'est-ce pas, évoluer comme l'a fait Michel Dussuet quand il était aux commandes de l'équipe nationale. Je pense que Philippe Troussier, il a vraiment du cran. Son carnet d'adresse est vraiment intéressant, il faut le dire, avec un palmarès élogieux. Mais lui demander de nous qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, vraiment, nous sommes en football. Si ça vient, on prend. Mais ça sera très difficile. Mais si ça ne vient pas, on prend ça également. On prend ça également et on se dit qu'on va travailler avec ce dernier pour rebondir les prochaines années. Assel Boyanro, nous allons rester dans le football toujours. C'est vrai que nous avons plusieurs mots qui minent le football. Nous allons parler cette fois-ci des championnats nationaux. C'est vrai que ça devrait démarrer depuis. Je veux parler du championnat national de football de première division, mais ça a été reporté. Cependant, 2 clubs ont participé à des compétitions africaines, mais c'est également de déluge. Est-ce que déjà avec ces prestations, on pouvait déjà tirer la conclusion selon laquelle nous n'avons pas un bon championnat au Bénin? Non, je ne vais pas dire que nous n'avons pas un bon championnat parce que c'est toujours avec ce championnat que le Bénin a pu décrocher sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations juniors qui aura lieu, je crois, en février prochain en Égypte. Le Bénin est qualifié. Et ce sont des joueurs qui jouent dans ce championnat qui ont pu décrocher cette qualif-là du côté du Niger. Donc je pense que ce n'est pas forcément ça, mais il faut avouer que le niveau est très faible. Et ça, on se rend compte que on a des joueurs d'un niveau assez faible quand même. Et que ce n'est pas évident de toucher à ce niveau-là. Et quand vous voyez parler de Coton FC, qui est le club champion au Bénin, vous parlez de Buffle du Borgou, qui est le club dauphin, donc sur le podium. Vous avez ces 2 clubs qui ont eu autant de difficultés. Et ces 2 clubs ont perdu à Cotonou.
Donc sur les deux doubles confrontations, les deux clubs ont perdu. Et tout le monde a vu ces matchs. Et on a tous vu, et la conclusion a été unanime à tous les niveaux, que en réalité on n'a pas le niveau. Donc on se dit, bon, on n'a pas le niveau, on reconnaît qu'on n'a pas le niveau. Et donc il y a peut-être un peu d'euphorie. Est-ce que l'adversaire est plus fort que nous lorsque nous prenons la SEC? C'est quand même de la Côte d'Ivoire qui a joué contre Coton, hein, je pense. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que l'adversaire est plus fort que nous? Parce que quand on parle de la SEC, c'est quand même un club sur le continent que tout le monde maîtrise, comme Mazamalek, Al-Ahly et ses consorts. Est-ce qu'on peut dire, lorsque nous prenons le cas de Coton FC, est-ce qu'on peut dire que l'adversaire est plus coriace que nous? Oui, évidemment, l'adversaire est au-dessus. L'adversaire est au-dessus de Coton FC. Et Coton FC n'a qu'une histoire d'un an. Bon, après, c'est un petit club qui est en train de grandir et qui a un an d'existence. C'est très peu dans le football. Et l'histoire aussi compte dans le foot. L'histoire compte dans le sport et surtout pour la SEC, un club qui gagne sur le continent depuis 40 ans. Un club qui a une tradition connue sur le continent. Et vous imaginez, et même cet ASEC qui est venu à Cotonou et qui a fait ce résultat, qui a encore assuré au retour à Yamoussoukro, avait perdu à l'intersaison, je crois pas moins de 5 à 6 joueurs. Ils ont perdu notamment le buteur Karim Konaté, un jeune joueur qui a signé à Salzbourg. Ils ont perdu leur meneur de jeu, passeur décisif, qui a signé avec Young Africans. Et ils ont même enfloué les caisses avec 200 000 euros. Et donc, c'est un club qui a cette tradition de perdre des joueurs. Mais comme leur formation est quand même bonne, c'est vrai que ce n'est plus aussi bon que par le passé, avec la génération Yaya Touré, Gervinho et autres, c'est plus ça. Mais ils sortent quand même des joueurs pour l'équipe, pour assurer une équipe première. Et donc, la tradition est respectée, évidemment. Et on n'a pas senti, même si la SEC qui a joué, bon, ce n'est pas un grand niveau, mais ce niveau est déjà au-dessus de celui du Bénin. Et vous imaginez que il y a des joueurs dont on crie les noms, on dit ben ils sont forts dans le championnat béninois. Donnez un exemple, Romari Kamoussou qui n'a rien vu dans ces matchs. Rien vu. Comme avec la sélection nationale locale, c'est un joueur qui n'a absolument rien vu. C'est la preuve que, au-delà de tout, on n'est pas encore au niveau et qu'on doit continuer à travailler. Et que le sérieux qu'on doit mettre au niveau des clubs est très important parce que les résultats qu'on fait entre nous ici ne sont pas des indicateurs de performance, n'indiquent pas réellement notre niveau. Et ça, c'est la réalité. N'indique pas la bonne santé de notre championnat. Aujourd'hui, pour la bonne santé de notre championnat, il faut réellement quoi? Parce que finalement, on se dit, c'est vrai, on a un championnat, on voit des clubs gagner chaque fois des matchs, mais sur le continent, lorsque ça vient, la performance est un peu mitigée ou parfois faible. Qu'est-ce qu'il faut réellement aujourd'hui pour que notre championnat soit quand même un championnat très décisif? C'est vrai, Assel l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des performances, de bonnes performances. On a parlé de la qualification pour la CAN Junior, mais au-delà de ça, avec ces mauvaises performances, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que notre championnat soit un peu plus compétitif? Merci pour la question. Je pense que la première des choses qu'il faut faire déjà, il faut asseoir une direction technique nationale. C'est important. Ça nous manque. Absolument. Les résultats que nous avons, quelques bons résultats que nous avons, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Ça, c'est clair. C'est comme l'arbre qui cache vraiment la forêt. La forêt, ça, c'est clair. Lorsque vous avez une direction technique nationale, cette structure est chargée d'orienter les différents directeurs sportifs de ces clubs qui, en amont, avaient déjà la pépinière, à qui on inculque déjà une tradition de jeu. Voyez-vous? Et avec cette tradition, les jeunes grandissent avec une synergie, avec une identité de jeu. Lorsque vous prenez le Mali s'est toujours imposé sur le continent africain, hein, le Mali, la Côte d'Ivoire, pour les compétitions de catégorie d'âge, vous allez voir, c'est de ça il est question. Le Niger qui est à côté a déjà, enfin, un plan. La Mauritanie, venons-en. La Mauritanie aujourd'hui a une politique de formation à la base. Ce n'est pas ce que nous avons là. Hein. Non, je vous jure, ce n'est pas de ça il est question. Il faut le faire pour que ça puisse prendre depuis la base. Lorsque, moi par exemple, je vais peut-être rapidement faire un détour pour parler de la petite formation que j'ai reçue en matière de football. C'est vrai que
ça n'a pas été ce que cela devrait être, enfin un peu partout sur le continent. Je prends le cas de ASEC, ça n'a pas été le cas. Mais souffrez que je vous dise que dans cette maison, le CIFAS, alors, on a une identité de jeu instaurée par le directeur technique de la maison. Et toutes les catégories, tous les encadreurs qui étaient aux côtés, qui travaillent, les collaborateurs de ce directeur technique, ou bien de ces directeurs techniques, sont tenus eh bien, d'enseigner ou d'instaurer cette identité au niveau de toutes les catégories d'âge, jusqu'au moins de 20 ans, parce que c'est la catégorie supérieure de la maison. Voyez-vous? Donc, lorsque ça... Mais il y a un moment où toutes les compétitions, n'est-ce pas, qui sont organisées, on n'a pris part au championnat scolaire, on a raflé tous les trophées dans toutes les catégories, s'il vous plaît, de le plateau. On a participé également au championnat national. On a commencé par la D2, on est monté en D1. Voyez-vous, ça peut vous dire quoi? La formation est très importante. Elle est capitale. Capitale. Et ceci passe par la direction technique. Lorsque, eh bien, on installe la direction technique, les encadreurs, on procède également à leur formation. Parce que, écoutez, aujourd'hui, Assel, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Les entraîneurs que nous avons aujourd'hui sur le terrain et qui, hormis les expatriés qui sont à la tête de ces clubs-là, les directeurs sportifs dont on parle, les autres qui sont là, quel est le niveau de recyclage, quel est le niveau qu'ils ont aujourd'hui, quel est le recyclage qui est fait pour ces derniers pour qu'ils puissent évoluer? Le problème est là. Le problème est là pour que les techniciens, ceux qui savent bien que bon, voilà, aller au stade pour voir les championnats, le niveau, moi j'ai regardé plusieurs compétitions au Bénin. C'est le même style de jeu, ça ne peut pas. Ça dit, il faut qu'on forme les formateurs, c'est important. Et lorsque vous ne formez pas les formateurs, et vous voulez faire la politique à la base, ce n'est pas évident que vous réussissiez. Ce n'est pas du tout évident. Et ça, la solution, l'une de ces solutions-là, ça fait partie de l'installation d'une direction technique. D'une direction technique. Et la formation des formateurs. Et puis, ça va prendre. L'État a déjà mis ce qu'il faut. Oui. Écoutez, les stades construits, les infrastructures construites, sportives construites. On a déjà pratiquement les infrastructures. L'État a fait l'essentiel, je pense, et doit encore faire, parce que ce n'est pas encore ça. Il faut avoir le courage de le dire. Assel Boyao, on parle du championnat et on parle de la direction technique. Depuis quelques années, il y a ce poste-là qui est pratiquement vacant. Selon vous, vous qui êtes peut-être sachant, vous êtes dans le domaine, vous maîtrisez un peu les rouages, qu'est-ce qui se passe pour que jusqu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas encore un titulaire, un vrai directeur technique? Non, je pense qu'il y a un directeur technique. Oui, intérimaire, c'est pourquoi j'ai dit un vrai tout à l'heure. Oui, monsieur Ogouillon, bon, il est intérimaire et il a du mal à bosser puisqu'il est seul, c'est le souci à ce niveau. Je pense que dans la pratique, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire et il faut qu'il y ait cette vision-là, qu'on ait la vision et qu'on avance avec cette vision. Et j'ai l'impression que c'est un chantier sur lequel la Fédération béninoise de football n'a pas du tout évolué. C'est vrai que c'est regrettable parce que je sais que la FIFA y tient. Je sais aussi que dans notre environnement, dans notre microcosme, dans le microcosme du football béninois, avec la possibilité qu'on a désormais d'avoir des directeurs sportifs au niveau de certains clubs, on devrait normalement profiter de leurs compétences pour un peu plus avancer. Mais je n'ai pas l'impression qu'on avance et j'ai l'impression qu'on tâtonne. J'ai aussi eu l'écho de ce que le centre de Ndali devrait être lancé. C'est intéressant, c'est pas mal du tout. Et je sais que c'est la FIFA qui pousse. La FIFA pousse évidemment pour que les projets qui existent soient utilisés. Puissent refaire surface. Tout à fait, puissent refaire surface et que les pays puissent en bénéficier. Si le centre de Ndali, dont je crois que le test de détection à ce niveau, c'est le 8 octobre prochain pour les informations que j'ai reçues, on commence par bosser dans le centre de Ndali, ce serait bien intéressant. Parce que déjà, il faut rappeler qu'il y a des centres de formation au Bénin. Bon,
pas forcément des centres de formation. Ah, d'accord. Oui. Mais quand même, après tout, ce sont des centres. Non, on connaît. On va pas parler. Est-ce que vous allez parler de regrouper? Non, un centre de formation doit respecter un certain nombre. Tout à fait. Peut-être les moyens ne sont pas encore. Non, écoutez, les moyens ne sont pas chambre à autant. coucher. Une chambre à coucher ne peut pas servir d'un cadre de... Je laisse ça, Assel c'est un gros continuer sur chantier, cette lancée-là. Et donc, il n'y a pas de pelouse, il n'y a rien du tout. On a vraiment besoin de centres de formation aujourd'hui. Oui, de vrais centres de formation. Bon, on n'en a pas vraiment. Mais c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. On peut vraiment travailler. Si effectivement la direction technique est installée et on installe des directeurs techniques régionaux, parce qu'il faut faire... il faut décentraliser, il faut pouvoir avoir des directeurs techniques dans chaque région pour suivre les joueurs. L'évolution des joueurs. Et aussi les centres de formation, ça peut être des centres, évidemment, de la Fédération béninoise de football, dont le centre de Ndali qui sera mis en œuvre. Il y a Misérité, je pense que ça n'a jamais émergé, ça n'a pas vraiment... Donc, c'est pas évident. Donc, ces projets-là, il faut les lancer très vite. Mais en les lançant, il faut pouvoir mettre en place les équipes de la direction technique nationale pour permettre à celui qui est là de travailler. Parce que j'ai l'impression qu'il ne travaille pas. Il est loyer, bon, je dirais dans la brousse du côté de Misérité. Et donc, il ne s'en sort pas. Il est très éloigné, donc il ne s'en sort pas. Et ce n'est pas évident pour lui. Il n'a pas les moyens pour ce que j'ai appris, il n'a pas la connexion Internet, il faut qu'il se déplace vers Yassin pour avoir la connexion Internet. Et qu'à Misérité, il a affaire il a du mal parce que, bon, les serpents le dérangent de l'autre côté. Bon, non, il y a tellement de choses. C'est vrai que c'est des histoires rocambolesques, ça fait marrer, mais après, il faut un peu de sérieux dans ce qu'on fait. Et parce qu'un DTN, on doit pouvoir lui donner le pouvoir de former. Le pouvoir et les moyens. Le pouvoir et les moyens de décentraliser, de mettre en place ces équipes dans les régions pour chercher les perles. Je pense que il y a des enfants qui naissent, qui sont sans doute prédisposés. Qui sont talentueux. Ils sont talentueux. Le talent ne doit pas manquer chez nous. C'est vrai, on peut dire il y a d'autres prédispositions qu'on n'a pas, mais le talent ne peut pas manquer. Je pense que si on travaille bien, on peut sortir de... C'est vrai qu'on trouve les causes un peu partout, mais on ne doit pas trop, permettez-moi l'expression, la Fédération béninoise de football. C'est comme la Fédération béninoise de football est exemptée de toute excuse aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au Bénin. Vous, en tant que journaliste, vous maîtrisez un peu la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à la Fédération béninoise de football dans tout ce que nous sommes en train de dire là? Non, enfin, je ne suis pas de la Fédération béninoise de football. Non, je n'ai pas dit ça, mais vous connaissez quand même la maison. Oui, vous savez, de loin, ce que nous voyons, il y a quelques années, on a vu ce qu'a été notre Fédération béninoise de football. Comment ça a été dirigé? Elle est bien placée, justement, pour... parce que... Vous voulez parler de l'ère Anjouré Moucharaf? Oui, et puis bien d'autres, enfin, la gestion de bien d'autres présidents. Tout à fait, Adjagodo et ça comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une dynamique qui est en place. Et cette dynamique, elle va à une vitesse de croisière, je peux le dire. Parce que, écoutez, on n'a jamais vu ce qui se passe là. Où il y a une stabilité, vous voulez parler de cette stabilité dans la maison? Une stabilité, il y a une régularité dans la gestion des choses, je peux le dire. Parce qu'il y a trop de crises qui a, n'est-ce pas, secoué notre football, qu'il vous souvienne. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne parle pas de crise aujourd'hui, mais sur le terrain, nous avons des actions qui sont menées et des actions concrètes. Le centre de Ndali, dont on parle, dont Axel a parlé tout à l'heure, ça fait partie des choses qui devraient être faites depuis, mais qui n'ont jamais été faites. Enfin, mais aujourd'hui, ce centre-là est opérationnel, du moins dans quelques jours. Le centre sera opérationnel. C'est déjà un acquis, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, cela revient à ces directeurs de ligue ou c'est pas ceux qui sont chargés de ces centres-là, de faire prospérer ce centre afin que cela puisse servir l'équipe nationale. C'est un actif pour la Fédération béninoise de football. L'autre chose, la Fédération a doté d'un bureau à toutes les ligues aujourd'hui. C'est effectif
Je vous dis. Ça fait partie des solutions pour pouvoir faire émerger le football. Exactement. Donc, je pense que ces acquis-là, on doit pouvoir les capitaliser pour mettre ceci au profit de notre football, afin que nous puissions vraiment participer au rayonnement de notre football. Les détections, les directeurs techniques régionaux dont on parle ne vont pas travailler dans des brousses, un peu comme il a dit tout à l'heure. Le directeur technique intérimaire qui est en contact avec des serpents et qui doit se déplacer à Gassin avant de retrouver la connexion. C'est compliqué. Ça fait partie des mots. C'est vrai. Allez-y. Vous voyez, ça fait partie des mots qui vraiment minent, qui freinent le rayonnement de notre football. Vous voyez, beaucoup d'actions que cette fédération-là, le comité-là, met en place pour véritablement nous permettre de Assel Boyango, une dernière question, puisque nous sommes pratiquement à la fin. L'arrivée ou bien le retour d'Anjouré Moucharaf dans pratiquement l'arène encore de la Fédération béninoise de football, qu'est-ce que ça peut changer aujourd'hui? C'est vrai, il est venu, il a même promis, il a dit, bon, on va se qualifier parce qu'il a des rouages et tout. Il maîtrise un peu les méandres, n'est-ce pas, de la CAF. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arrivée ou bien le retour d'Anjouré Moucharaf peut vraiment quelque chose pour notre football? Non, mais de toutes les façons, si il peut apporter quelque chose, il est béninois, c'est un ancien de la maison, c'est pas mal, c'est intéressant s'il peut apporter son savoir-faire. Parce que moi, j'ai toujours pensé que ça a été l'un des plus grands reproches que j'ai souvent fait à la Fédération béninoise de football, que je pense très souvent. C'est que je relève souvent leur méconnaissance du football. Bon, je retiens ça surtout parce que, évidemment, il y a cette méconnaissance du football qui ressort de tout en fait. Que ce soit au niveau du président de la Fédération béninoise de football, qui, je pense, le foot n'est pas sa première passion non plus. Bon, c'est un homme d'affaires et donc il sans doute pense au football une fois en passant. Et même au niveau du secrétariat général, il y a tellement de choses que vous posez des questions, en fait, sur leur connaissance du football. Et donc, si Anjouré Moucharaf pourrait apporter quelque chose, tant mieux. Je voudrais relever quelque chose pour dire que sur la vision de la Fédération béninoise de football, en fait, la vision des dirigeants actuels, moi, j'ai eu un souci avec leur vision. Et je l'ai relevé dernièrement, avant leur élection, pour dire que quand vous mettez au point numéro 1 que quand vous serez élu, vous allez permettre au président de club de voyager avec les équipes nationales, c'est que moi, ça me pose un problème. Bon, ça fait partie d'un grand débat qu'on peut être soulever ça après. Et c'est même ridicule. Ridicule qu'on puisse proposer ça à des présidents de club. Des présidents de Cela club. aurait pu faire partie d'un accord secret pour avoir l'adhésion des présidents de club. On ne peut pas mettre ça dans un programme d'action. Ça fait partie des reproches faits. C'est un problème de compétence au niveau de la Fédération béninoise de football. Et au-delà de ça, je voudrais dire qu'il y a de belles choses qu'on peut faire. Et d'abord, bon, je crois que sur la gestion financière, on ne dit pas grand-chose. Et tout se passe sans doute bien. Sur la gestion humaine aussi. Là, il y a à dire. Il y a encore à dire. Pour ce que j'ai appris, les salaires ne tombent pas régulièrement, pas vite, parce que le président n'est pas forcément en place pour signer, évidemment, tout. Les États et tout, donc ce n'est pas évident. Il y a tellement de choses. Mais je voudrais dire que le chantier est vaste, et très vaste. Si la stabilité peut apporter quelque chose, tant mieux. Et la stabilité avec Mathurin de Chacus qui a réuni quand même, a unifié au-delà de tout autour de lui, les acteurs. Si cela pourrait apporter quelque chose, tant mieux. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de friction. Hein. Les frictions existent. Il y a des mécontentements, sauf que forcément, ça ne sort pas. Je vous donne, Théophile Azar, je vous donne juste 15 secondes, puisqu'on est pratiquement à la fin, de parler d'Anjouré Moucharaf, son retour. Ça peut augurer quoi, selon vous? Oui, ça peut vraiment faire bouger les choses. Assel ne veut forcément pas le dire. Il est dans le secret des choses. C'est vrai, c'est un monsieur qui vraiment maîtrise le rouage du football africain. Ça, il faut le dire. Avec l'avènement des Quentin et autres, Quentin Didavi, les frères Didavi, pour être plus précis, ça pourra véritablement nous apporter. Si
on se réfère à des erreurs qui ont été commises lors des différentes phases éliminatoires, des différentes... Oui, il va falloir, ça ne se joue pas forcément sur le terrain. Écoutez, ça se joue forcément dans l'ombre également. On vous aurait compris. Merci beaucoup Théophile Azar de Radio Tokpa et Pifal Asset Boyanro également. Merci à vous une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Nous restons disponibles pour vous recevoir, pour vous accueillir à tout moment lorsque ça va parler football au Bénin. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Free Speech. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt.